Le Figaro, bonjour, on est en direct sur la page Facebook du Figaro et lefigaro.fr. C'est donc parti officiellement depuis lundi pour les élections législatives 2017. Et Figaro Live va revenir régulièrement sur cette échéance qui sera, comme l'échéance précédente, hors norme, avec une majorité peut-être à la clé incertaine et même peut-être introuvable. Pour ce débat, Marie-Laetitia Bonavita nous a rejoint. Bonjour Marie-Laetitia. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable des programmes Débat et Opinion sur Figaro Live et auteur du casting de ce débat. Ce sont en quelque sorte vos invités, à commencer par Jean Spiri. Jean Spiri, bonjour. Vous êtes conseiller régional Île-de-France Santé et adjoint au maire de Courbevoie. Vous vous présentez justement dans la 3e circonscription des Hauts-de-Seine comme candidat UDI aux législatives. Vous êtes proche... LR-UDI, pardon, aux législatives. Vous êtes proche de Xavier Bertrand, mais vous n'êtes pas fermé à Macron. Vous avez coécrit Citoyens des villes, Citoyens des champs. À côté de vous, Aurélien Legrand, bonjour. Vous êtes candidat dans le 3e arrondissement de Paris. La 3e circonscription, merci de préciser. Ça reste une terre d'élection pour le Front National, si on en croit en tous les cas l'article de Jérôme Fourquet dans les éditions papier du Figaro ce matin qui explique comment Paris est passé, comment Emmanuel Macron a conquis Paris. Toujours est-il que vous bataillez dans cette circonscription et vous êtes par ailleurs vice-président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Olivier Grégoire, bonjour. Vous dirigez une société de communication que vous avez créée. Vous êtes passé par plusieurs cabinets ministériels, sous Chirac et Sarkozy. Néanmoins, vous avez rejoint En Marche dès la première heure. Aujourd'hui, vous êtes en marge de la 12e circonscription de Paris, face à Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement et patron de la fédération LR de Paris. Et Philippe Goujon était également conseiller sécurité pour François Fillon. Et vous-même, Georges Kuzmanovic, vous êtes conseiller sécurité et défense, mais pour Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes un ancien officier, vous êtes candidat dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais et vous avez une aversion profonde pour l'OTAN. Ça tombe bien, si j'ose dire, puisqu'on en parlera au cours de cette émission. On reviendra bien sûr sur la grande actualité, les grands moments d'actualité de ce début de semaine. En France, c'est la réception des partenaires sociaux par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais aussi l'attentat de Manchester et la lutte antiterroriste. Et on parlera à la fin d'école. Mais avant, Marie-Laetitia, vous aviez une question à poser à nos invités. Oui, cher Vincent, savez-vous que notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, a un réel talent d'imitateur. La preuve, en 2013, sur Europe 1, il relate une rencontre entre lui, alors maire du Havre, et l'ancien chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing, au moment de la création de l'UMP en 2002. On écoute. Il a vu comment ça marche l'UMP. Alors je lui explique comment marche l'UMP, j'essaie de lui expliquer comment c'est organisé. Il m'écoute très très poliment et puis il me regarde et il me dit très intéressant, ne marchera pas pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez voulu structurer la vie politique autour de 2 grands partis sans changer le mode de scrutin. Comme vous n'avez pas changé le mode de scrutin, ça ne marchera pas. Et la deuxième raison, c'est que vous n'avez pas profité de la création de l'UMP pour vous débarrasser des vieux barons. Alors, marchera ou marchera pas? Valéry Giscard d'Estaing avait voulu en son temps rassembler 2 Français sur 3. Est-ce que Emmanuel Macron va y arriver? Olivier Grégoire. Si vous me posez la question, je vous répondrai oui, puisque j'ai le plaisir de porter ces couleurs et ceux de la République En Marche dans une circonscription effectivement difficile qui appartient à Philippe Goujon depuis des années. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir dans la prise de parole d'Édouard Philippe, c'est de voir que cet homme qui est aujourd'hui Premier ministre, qui a un job très sérieux, ne se prenait pas trop au sérieux. C'est à mon sens un peu un marqueur de la génération Macron aussi. On fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. L'objectif, évidemment, c'est de rassembler plus de 2 Français sur 3 et de convaincre pour agir. Georges Kuzmanovic, c'est votre pronostic aussi? Oui, il risque de rassembler 2 Français sur 3 contre lui. Soit lors de cette élection législative, soit dans la rue, s'il tente de faire passer ces lois de caste sociale. On y reviendra justement juste après. Aurélien Legrand, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron risque d'avoir 2 Français sur 3? En tout cas, face à Marine Le Pen, c'est ce qui a été
c'était le cas. Oui, mais Emmanuel Macron reste quand même un président mal élu, puisque beaucoup de gens ont voté pour lui par défaut, parce qu'ils étaient encore effrayés du vote pour Marine Le Pen. Je pense qu'il n'y a pas de vote d'adhésion autour d'Emmanuel Macron. Il y a énormément d'opportunistes. On le voit avec tous ces gens qui se disaient de droite et puis qui finalement vont courir après l'héritier de François Hollande, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Emmanuel Macron, c'est quand même le poulain du président sortant. Donc rassembler des opportunistes, rassembler des gens qui n'ont pas de conviction et qui cherchent à se placer plutôt qu'à défendre des idées qu'ils n'ont pas. Donc là, oui, il réussira à rassembler sans aucun problème autour de lui. Jean Spéry. Je suis pas sûr que l'enjeu, ça soit de rassembler 2 Français sur 3 autour d'Emmanuel Macron. En revanche, qu'on soit capable de rassembler 2 Français sur 3 autour de certaines réformes qui sont nécessaires, ça c'est important. C'est une distinction. Tout à l'heure, vous m'avez dit ouvert à Emmanuel Macron, c'est pas la question. Ouvert à certaines bonnes idées, en revanche, opposé à d'autres. Je pense que c'est ça qui est en train de se construire et c'est comme ça qu'on fait de la politique autrement. C'est ça qu'attendent les Français. Alors la réforme, on va peut-être en parler. Donc la réforme du Code du travail, c'est la priorité du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette réforme a 2 mesures phares, la primauté totale de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche et le plafonnement des indemnités prud'homales. Le chef de l'État est pressé et donc il veut légiférer par ordonnance dès la rentrée. Les partenaires sociaux, visiblement, ne l'entendent pas de cette voie-là. Après l'Élysée, ils ont été reçus, après l'Élysée hier, ils ont été reçus cet après-midi à Matignon. On écoute Jean-Claude Mailly, leader de FO sur RMC ce matin. Moi, je lui ai dit, mais mes 2 collègues CGT et CFDT lui ont dit la même chose. Passer un texte en plein mois d'août, c'est pas de bon signe. C'est pas bon signe parce que à chaque fois que ça a été fait, ça veut dire que le texte est mauvais et qu'il n'y a pas eu assez de concertation. C'est plutôt essayer de passer ou donner l'impression de passer en force et ça réduit aussi d'autant la concertation. La réforme sera bouclée à l'automne. Ça, je pense. Elle sera bouclée à l'automne. Ah, ouais, je pense, oui. Alors question simple, puisque vous nous parlez de réforme, est-ce qu'il faut réformer ce droit du travail, Jean Spéry? Oui, il faut réformer ce droit du travail, il faut l'assouplir, mais pour créer des emplois. Moi, si vous voulez, les gens qui disent il faut assouplir, il faut réduire le code du travail, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui fait blocage pour l'emploi, qu'est-ce qui aujourd'hui fait incertitude pour les entreprises. Et moi, je suis frappé quand je fais le tour des entreprises de ma circonscription. Nombreuses me disent oui, je pourrais prendre 1 emploi, 2 emplois supplémentaires, mais aujourd'hui, j'ai trop d'incertitudes qui pèsent sur moi. Et le plafonnement des indemnités prud'homales en fait partie. Donc il y a des points qui sont intéressants, mais vous savez, une Assemblée nationale, c'est fait pour débattre, c'est fait pour poser des amendements, donc dire on signe avant sur un texte sans en connaître le contenu, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Aurélien Legrand. Moi, je pense qu'on peut être très inquiet de ce que prépare Emmanuel Macron, déjà parce que passer par les ordonnances, c'est contraire à tout processus démocratique. Ensuite, parce que ce qui se prépare, c'est une loi El Khomri puissance 1000. Cette loi El Khomri qui avait déjà massivement mobilisé contre elle les partenaires sociaux et les travailleurs. Ce qui se prépare, c'est pas de l'emploi, c'est de la précarité. La seule chose qu'amènera Emmanuel Macron, c'est toujours plus de précarité, toujours plus de flexibilité. Alors ça, en ça, Emmanuel Macron est parfaitement le candidat des grands patrons. Il va réaliser le rêve du MEDEF, de toujours plus de précarité, le rêve des grands groupes. Et ce n'est pas ça dont ont besoin le tissu économique du pays, les petites entreprises, les moyennes entreprises. Ce dont elles ont besoin, c'est d'avoir accès à la commande, d'avoir des clients, d'avoir des gens qui leur passent des commandes. Pour ça, ça passe entre autres par la mesure que nous présentions, c'est-à-dire la priorité nationale pour la commande publique notamment. Alors, Olivier Grégoire, vous qui êtes chef d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que la commande, et j'y reviendrai, n'est pas forcément que nationale, qu'on est aussi en Europe et que le raisonnement économique d'Emmanuel Macron se fonde sur le national, mais aussi sur l'Europe. Et ce que vous venez de dire est proposé par Emmanuel Macron en matière européenne, puisque le Bayer Act qu'il va développer dans les mois qui viennent permettra de... Alors, il s'agit de lancer en Europe une négociation de sorte à ce que un certain nombre de commandes publiques, en l'occurrence 50% des commandes publiques en Europe, soient réservées aux acteurs et aux entreprises européennes afin que l'ensemble de nos concurrents internationaux dans le monde ne prennent pas nos industries stratégiques au cœur de l'Europe. Donc on n'a pas qu'une vision nationale. À supposer que ce soit accepté par Bruxelles. Parce que là, à supposer, mais il y a beaucoup de suppositions. Vous savez, ça fait qu'une semaine que le président est président, on entend beaucoup de choses. Moi, je fais tous les marchés depuis que j'ai le plaisir de porter cette investiture. Les Français ne sont pas dupes, ils ont bien compris que ça faisait qu'une semaine, et de presque on me dit, et ce que j'entends, puisque je ne fais que du terrain,
Il y a déjà un certain nombre de choses, en tout cas il est en action ce président. On va parler de l'OTAN et de l'international dans quelques minutes. Je vais revenir sur le droit du travail et sans caricature sur la casse. Juste avant de me couper, s'il vous plaît, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la réalité des faits. On parle de précarité, vous parliez de précarité. On a aujourd'hui 90% des Français et des entrepreneurs qui recrutent en CDD. Ça, c'est une réalité et ça, c'est un problème. Il faut pérenniser le marché de l'emploi et donc la condition, c'est aussi de travailler sur les charges patronales et les charges salariales, de sorte à ce que les entrepreneurs, que j'étais encore la semaine dernière, n'aient pas peur d'embaucher. J'étais moi-même en cours d'embauche il y a une dizaine de jours. Je vous assure que quand vous voyez les charges patronales et salariales, ça n'incite pas à l'embauche. Je reviens 2 minutes sur la méthode. Cette méthode est quand même assez pragmatique. Vous avez passé FO. On peut aussi lire Monsieur Berger de la CFDT, qui hier était reçu à Matignon et qui saluait quand même la méthode. Il n'y a pas de précipitation, je crois, dans cette méthode et il y a déjà une écoute. Ce que fait le président et le gouvernement depuis plusieurs jours à ce sujet. Et donc je voudrais aussi arrêter les caricatures sur le sujet de l'ordonnance. Vous avez entre 2004 et 2013, pour info, 357 projets qui sont passés par ordonnance à l'Assemblée. Donc on est en train de faire un sketch d'une pratique législative qui est fort déployée au sein de la démocratie française depuis des années. Donc ne faisons pas de caricatures sur le sujet. Encore, c'est un peu tôt. Georges Kuzmanovic, que vous n'avez pas pris. Monsieur Macron déclarait en 2016 qu'il était contre la pratique des ordonnances. Il a encore En Marche changé d'avis. Le problème, c'est que les propositions de loi qui sont faites correspondent à ce qui a déjà été fait. La loi El Khomri et la loi Macron montrent déjà les volontés qu'avait M. Macron. Il continuera dans ce sens-là. Or, ceci ne change rien, à part appauvrir les citoyens français, augmenter le chômage. Et le problème des entrepreneurs, certes, c'est une fiscalité qui est inacceptable sur les petites entreprises, mais ce qui manque, c'est le carnet de commandes. Et pour avoir un carnet de commandes, il faut que les gens soient recrutés et un salaire décent, ce qui demande une augmentation des salaires. Alors, le pouvoir d'achat. Donc, les salaires, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce sont les salaires. C'est ce qui devrait être augmenté et c'est ce qui n'est pas augmenté. Quant au plafonnement des indemnités, eh bien c'est la fin du CDI, tout simplement. On saura parfaitement, on saura la conséquence sera. Je vous rappelle qu'il faut passer par le Conseil supérieur de la prud'homme. Si un entrepreneur souhaite licencier quelqu'un, il saura quelle sera la sanction maximum sans passage devant les prud'hommes. Donc c'est de facto la fin du CDI. Sans compter quand même, pour revenir sur les propositions, le Buyer Act européen, c'est formidable. Mais vous savez qu'il se pratique déjà en Europe un dumping social extraordinaire. Les salariés de Whirlpool pourront vous en parler, puisque leur usine a été fermée en France pour ouvrir en Pologne, où les salariés sont moins chers. Donc réserver 50% de la commande publique en Europe à des entreprises européennes, c'est formidable. Vous allez permettre d'aggraver encore plus ce dumping social et créer encore plus de chômage en France. Je pense que très très vite, les Français remercieront Emmanuel Macron pour cette idée Et brillante. compte tenu du CETA, le Buyer Act ne peut plus fonctionner, puisque les entreprises des États-Unis s'opposeront à une loi qui contrevient à leur droit. Ce sera discuté demain à l'OTAN. Le CETA, on reprécise ce que c'est. C'est le traité de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada. Avant de vous laisser, Jean-Pierre, justement, je voulais vous laisser réagir sur le travail. J'ai une question subsidiaire par rapport à celle que posait Marie-Laetitia et que posait tout à l'heure Jean-Claude Mailly. Est-ce qu'il est opportun, on a bien compris, Olivia Grégoire et Jean Spiri, vous êtes favorables à une réforme du Code du travail, mais est-ce qu'il est opportun de la faire si vite? Est-ce qu'il est opportun de la faire dès la rentrée, Jean Spiri? Alors, il est opportun de la faire, oui. De cette manière-là, non. Si nous, on se bat pour avoir une majorité LR-UDI large à la Chambre, c'est justement pour pouvoir proposer des choses, pour pouvoir avoir des différences. Si on veut avoir des députés, c'est parce que c'est intéressant de discuter des projets de loi. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même vision dans le détail. Et puis, il y a des sujets qui sont connexes. Quand vous disiez tout à l'heure, très facilement, oui, alors c'est la fin du CDI. Mais c'est la fin du CDI déjà pour des catégories entières de Français qui n'ont pas accès au CDI. Vous savez aujourd'hui combien de CDI sont signés à nouveau? C'est bien malheureux, mais ce n'est pas en renforçant les conditions qu'on y arrivera. Il faut à la fois qu'on regarde justement les questions de contrat uniques avec des droits rechargeables, il faut qu'on regarde le lien avec des choses comme le logement, avec les banques. De la même façon, la flexibilité, peut-être, mais si on n'a pas un renforcement des moyens de Pôle emploi, un accompagnement, si on n'a pas des moyens supplémentaires pour la formation, ça ne marchera pas. Donc moi, je suis contre
une réforme qui serait précipitée sans aborder ces sujets connexes. Parce que là, en effet, il y a des risques. Il faut qu'on aborde ces sujets C'est drôle ensemble. parce que la méthode est médiatiquement traitée comme vous le faites maintenant, mais enfin la méthode, elle est quand même pas brutale et pas brusque. On a un été complet de discussion, de négociation. Je vous rappelle que c'est un passage en force. On est en train de parler d'un passage en force sur une négo qui doit passer par la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, par le Conseil supérieur de la prud'homie et par le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, sans parler de la loi d'habilitation. Donc, en matière de force et de braquage, vous m'accorderez que c'est pas vraiment une méthode braquante et plutôt souple. Et puis avant tout cela, il y a la démocratie, puisque nous avons les élections législatives le 11 et le 18 juin, et il est loin d'être dit que M. Macron aura une majorité. En tout cas, dans les circonscriptions populaires comme celle où je suis, où tout a été délocalisé, où les gens n'ont pas de travail et attendent plutôt du protectionnisme pour qu'on puisse réembaucher en France, je pense qu'il aura un très mauvais Vous êtes d'accord avec le Front National là, sur cette question-là, sur la question de la nécessité du protectionnisme? Ah mais je ne sais pas ce que pense le Front National. Le Front National change beaucoup d'avis. Il n'y a pas longtemps, ils étaient ultra libéraux et pro-OTAN. C'est parce que Marine Le Pen a montré pendant le débat. Oui, mais si vous voulez, nous avons toujours été pour la même chose. Nous sommes pour un protectionnisme solidaire au niveau européen s'il est possible. S'il n'est pas possible au niveau européen, eh ben nous le ferons au niveau national parce que on ne peut pas mettre en concurrence des gens qui sont payés 300 € avec des gens qui ont le SMIC. La conséquence, c'est que vous n'aurez pas de travail en France ou alors vous réduirez les salaires en France et vous aurez pour conséquence qu'il n'y aura pas de commandes pour les entrepreneurs français et vous avez un cycle négatif qui aggrave la crise. C'est quand même que vous voyez dans la fermeture une option de croissance, là où je pense que nous voyons dans l'ouverture et l'Europe une option de maintien de l'emploi. La réalité, c'est que derrière cette loi travail qui s'amène, comme il y avait déjà derrière la loi El Khomri, c'est la Commission européenne qui pilote et c'est l'Union européenne qui pousse pour réformer. Si le modèle que vous voulez imposer en France, c'est le modèle allemand, où certes le taux de chômage est faible, mais où la règle générale, c'est la précarité, c'est l'emploi précaire, le temps partiel subi, où on est obligé de cumuler plusieurs emplois pour réussir à vivre décemment. J'ai pas dit pour vivre normalement, pour vivre décemment. Où on a des gens qui sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, qui vivent dans leur voiture, qui sont obligés de vivre dans des conditions apocalyptiques parce qu'ils gagnent leur travail. Bien sûr que si, parce que vous êtes déjà aux commandes, qu'il y a déjà la loi El Khomri. Moi, je suis pas élu, j'ai jamais été élu. Tous autant que vous êtes, vous dirigez ce pays à la botte de l'Union européenne depuis. On est à la botte de personne. Il faut arrêter les bêtises sur le traité de Lisbonne et la botte de l'Europe. Je vous rappelle qu'on a un certain nombre de moyens qui nous permettent de nous opposer. Donc on n'est pas non plus une chambre d'enregistrement au Palais Bourbon. Il faut arrêter un peu cette mystification sur l'Europe. Si on met plus l'Europe, on aurait peut-être moins de problèmes de dumping social. Donc, par exemple, là, c'est une grosse plus d'Europe, moins d'Europe. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Pour ceux qui suivent l'actualité des lois au Parlement, 80% des lois qui sont votées, c'est une mise en conformité à ce qui a été décidé au niveau de l'Union européenne. Et les cartons jaunes et les cartons oranges. Et je vous rappellerai le TSCG contre lequel M. François Hollande devait s'opposer. Juste, rappelez-moi ce que c'est surtout. Le TSCG, c'est le fait, c'est la conséquence qui est intéressante, c'est que tous les ans, le budget doit être remis à l'Union européenne, qui vous sanctionne ou ne sanctionne pas, quel que soit le gouvernement. Et si vous dépassez les critères de convergence, les 3% du PIB ou les 60% du PIB, eh ben vous avez une sanction qui est de 0,5% du PIB, soit 11 milliards. Donc c'est l'Union européenne qui décide si notre budget est bon ou pas mauvais. Je suis désolé, ça ressemble beaucoup à un diktat de l'Union européenne. La réponse de Jean Spiri, ça nous permettrait peut-être d'avoir une chose intéressante. C'est qu'il y a 10 ans, le premier budget de l'État, c'était l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est le service de la dette. Donc peut-être que si on avait respecté ces critères européens qu'on avait fixés nous-mêmes, on n'en serait pas dans cette situation. Et qui gouverne la France depuis les 10 ans dont vous parlez ? Ça a bien été vous avec Nicolas Sarkozy, ça a bien été François Hollande avec derrière en ministre de l'économie Emmanuel Macron. C'est bien vos partis qui gouvernent la France depuis 10 ans. Là où vous êtes en train de parler de cet endettement massif. Je sais pas, il n'y a pas des idées nouvelles dans les partis ? Si, maintenant beaucoup de gens qui ont pensé de droite sont en marche. Effectivement, il y a du changement, c'est vrai. Le TSCG, c'est pas tellement vu qu'il y avait. Plus trop sur cet échiquier. Merci beaucoup. Donc le TSCG, c'est le traité budgétaire européen. Merci Georges Kismanovic. Vous voyez, le débat est vivant et le débat également, il est vivant sur Facebook où il y a un chat parallèle qui se poursuit où vous réagissez. Vous pouvez continuer à poser vos questions et on les posera également à notre invité. Francis nous dit plus d'Europe, c'est plus de sécurité. Le débat est lancé parce que justement ces dernières 24 heures ont été marquées par une actualité tragique. Oui, l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts et au moins 59 blessés. Après cet attentat, Emmanuel Macron s'est rendu hier à l'ambassade de Grande-Bretagne à 2 pas de l'Elysée. Il a
Il est venu présenter ses condoléances. Et dans la foulée, le chef de l'État a convoqué un conseil de défense, le deuxième depuis qu'il est entré à l'Élysée. On voit le communiqué qu'il y a eu à l'issue et parmi les mesures qui ont été annoncées, la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre prochain et la création d'une task force contre Daesh. Les précisions à ce sujet d'ailleurs de Christophe Castaner, le nouveau porte-parole du gouvernement. Il ne s'agit pas d'un grand service, il s'agit de 50 ou 60 personnes qui, jour et nuit, 24 heures sur 24, doivent collecter la totalité des informations et auront un accès direct aux 4 personnalités les plus éminentes de la représentation républicaine pour que des décisions qui, quelquefois, impliquent d'être prises dans la demi-heure, soient prises dans la demi-heure et qu'on ne soit pas dans une formulation administrative face au risque. Alors, Aurélien Legrand, quand on voit quand même la réactivité du chef de l'État, les mesures qui sont prises ce matin, on a quand même le sentiment que la France, en tous les cas l'appareil d'État, se mobilise contre le terrorisme. Le sentiment, je ne sais pas. Je vous rappelle quand même qu'au lendemain du meurtre du policier sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron disait qu'il n'allait pas fabriquer un programme antiterroriste en une nuit. Donc j'espère qu'il en a trouvé un en quelques semaines en attendant. Ce qu'on peut constater, c'est que, en tout cas sur le sol français, pas grand-chose n'a été fait contre le terrorisme depuis les attentats du Bataclan. Les mosquées radicales sont toujours ouvertes. Les prêcheurs de haine ont toujours leur prêche libre. Les personnes fichées S sont toujours libres d'aller et venir. On voit avec le terroriste de Londres que les frontières sont toujours des passoires et qu'on peut les passer, aller en Libye, aller en Syrie, revenir, commettre un attentat. Donc je pense qu'il y a tout est à faire. Et quand on parle de cette task force, on peut aussi employer des mots français. Ce qu'il faudrait commencer par faire, peut-être, ce qu'il faudrait commencer par faire, peut-être, c'est de réformer les services de renseignement. Ces services de renseignement qui sont éclatés, où tout le monde est responsable un peu de tout et de rien, et où finalement il n'y a pas d'efficacité. Et puis aussi s'occuper de ce qu'on appelle les hybrides, c'est-à-dire des individus qui sont à cheval entre la grande délinquance ou la petite délinquance et le terrorisme. Parce que c'est là qu'on va trouver le vivier des terroristes de demain, ou même d'aujourd'hui, et que ce secteur des hybrides est complètement ignoré, puisqu'on a des gens qui ne s'occupent que de terrorisme, on a des gens qui ne s'occupent que de délinquance, et que les deux, l'entre-deux, ce qui correspond à la réalité du terrain aujourd'hui, est complètement ignoré idéologiquement. Aurélien Legrand, je voyais que vous n'étiez pas d'accord. Oh non, je ne suis pas d'accord avec le Front National. Moi, je ne vais pas prendre les individus hybrides. Oui, et partagés. D'ailleurs, nous ne serons jamais d'accord. Je suis assez d'accord. Je pense que le gouvernement a réagi assez vite. Je ne ferai pas de polémique sur ce que vous avez dit sur le policier. Je crois que ça fait partie de la lucidité inhérente au président de la République qui a l'intention de dire la vérité aux Français et qui n'a pas l'intention de faire des spectacles. Il est sûr qu'en matière d'hybride, pour reprendre votre mot, aujourd'hui, c'est pas tant les individus hybrides que les menaces hybrides qui nous posent un problème. Et donc, ce qui est intéressant dans le programme que nous portons, c'est effectivement que nous souhaitons mettre en œuvre très rapidement, et ça a été discuté avec Angela Merkel en début de semaine dernière, rapidement cette Europe de la défense. Ce ne sont pas des mots. L'Europe de la défense, il lui faut des apparats, il lui faut des attributs pour pouvoir agir. Donc, groupe d'intervention pour vous faire plaisir et non task force, groupe d'intervention qui pourrait permettre de mettre à disposition hyper rapidement 5000 hommes mobilisables, notamment par l'agence européenne des frontières, pour travailler sur le sujet des frontières et être aux frontières, mais aussi, évidemment, un Conseil de sécurité européen qui manque, un fonds de sécurité européen qui n'existe pas, un QG militaire aussi européen, et un besoin important aussi de nous équiper, pas tant en forme de renseignement et d'hommes, mais aussi en matière d'outils pour pouvoir nous défendre. Je parle des missiles MDMA par exemple, ou des drones tactiques européens qui doivent être financés par l'Europe. Dernière chose, les groupes tactiques, c'est une position pragmatique. Ces groupes sont là depuis 10 ans, ils n'ont jamais été activés. Tout ça existe, n'a pas été activé. Donc aujourd'hui, la priorité de la République En Marche, c'est d'activer rapidement cette Europe de la défense avec des hommes, des femmes, des moyens, des outils. Georges Kuzmanovic, que dit l'ancien officier et conseiller défense de Jean-Luc Mélenchon par rapport à ce que vient de dire notamment Olivier Grégoire? Bon, là, on parlait de l'attentat de Manchester, et je crois qu'on compatit tous aux victimes, quelles que soient nos opinions politiques. Par contre, je vois franchement pas le rapport entre l'Europe de la défense et la protection contre les opérations terroristes. Et il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait il y a 2 ans, je conseille à M. Macron de le lire, montrant les défaillances graves de notre pays.
D'ailleurs, soit dit en passant, les forces de sécurité de notre pays n'ont pas attendu qu'il y ait l'attentat de Manchester pour se mobiliser. Ils sont mobilisés, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours, tout le temps. Et ils font souvent, on ne connaît pas les résultats puisque, évidemment, ça n'est pas dissible. On ne sait que quand ça échoue. Mais souvent, ils réussissent. Donc, il faut les saluer. Donc, le gros problème, ça a été la réforme catastrophique de M. Sarkozy de 2008 qui a complètement sabré notre renseignement. Et ce sont les mesures d'austérité imposées par les critères de convergence de l'Union européenne, puisque je vous rappelle que le premier ministère qui a subi cette austérité, c'est le ministère de la Défense, avec des suppressions de postes par dizaines de milliers. On va non, mais justement, si la question était, voilà, un instant, il faut renforcer, encore une fois, comme c'était déjà dit, le renseignement humain intérieur et extérieur. Arrêter d'utiliser Sentinelle comme dit le rapport. Et puis évidemment, avoir une diplomatie différente avec les pays du Golfe qui ont alimenté et financé les terroristes et les alimentent culturellement. Je parle des Wahhabites avec qui malheureusement nous sommes de facto alliés. Et enfin, dernière chose, l'état d'urgence, on l'a montré, ne sert à rien. Vous avez déroulé là. Non, mais je déroule, mais enfin, bon, c'est mon sujet. L'état d'urgence. Vous avez déroulé tout à l'heure. Non, mais les sujets. L'État, mais oui, mais l'État. Justement, sur l'état d'urgence, il y a un état d'urgence parce qu'il n'y a pas assez de justice antiterroriste et j'attends qu'il y ait un financement de quel que soit le gouvernement sur cette justice antiterroriste. Il n'y a malheureusement qu'un seul tribunal. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des juges extrêmement compétents comme le juge Srevedik qui, au bout de 10 ans, à cause des procédures, doit se retrouver aux affaires familiales, ce qui est totalement tragique par rapport à la lutte antiterroriste. Vous semblez émettre des doutes par rapport à Sentinelle. C'est pas efficace pour vous ce dispositif? On a mis des doutes depuis très longtemps. Le dispositif Sentinelle épuise nos armées, les empêche de s'entraîner. Ça provoque des démissions, ça provoque des divorces et ne sert à peu près à rien en termes de lutte antiterroriste, à part attirer des terroristes sur nos pauvres soldats qui, fort heureusement, ont le sang-froid de se défendre et on en désarmé de facto 2 ou 3 de cette manière quand eux-mêmes ont été attaqués. Nous en avons besoin d'eux pour les opérations extérieures. À l'intérieur, il y a la police, la gendarmerie, la justice antiterroriste et le renseignement humain qui fait ce qu'il a à faire dans l'ombre. Jean Spiri, vous n'avez pas pris la parole sur ces sujets. Rassurez-vous, j'y arrive. Non, la première chose, c'est qu'on ne s'habitue pas aux actions terroristes. Il ne faut pas s'habituer aux actions terroristes qu'on vit sur notre sol. On a été frappé en France, encore récemment. Les Anglais ont été frappés 2 fois de suite. Moi, j'ai une vraie pensée aussi pour les familles et pour toutes nos forces de l'ordre qui se battent parfois, en effet, dans le silence, pour les forces de renseignement. Les moyens des forces de renseignement, je pense qu'en effet, il est temps de revenir à un système d'efficacité qui a disparu. Il faut qu'on s'attaque aussi à la question des fichiers S. Si fichiers S, il y a des niveaux de dangerosité différents, il faut le dire. Il faut le dire, il faut trouver des moyens de prévenir. Ça me paraît extrêmement important. Il faut en effet, je le pense, dissoudre certains mouvements qui se réclament d'une idéologie qui est en guerre avec la République. Quand on est en guerre avec la République, ça veut dire quoi? Toutes les idéologies, les mouvements salafistes, on interdit. Ça me paraît très important d'interdire ces mouvances avec des peines, avec des comment? Sur quels critères? Des critères extrêmement simples de proclamation de guerre, de violence, de destruction de symboles de la République. Vous avez des endroits où il y a des prêches qui sont faits contre les forces de l'ordre. Ça, c'est pas admissible. Et je pense qu'on a besoin de clarté sur le sujet et on a besoin surtout de ne pas avoir d'amalgame. Parce que ça, c'est un vrai danger. Et plus on est ferme avec ceux qui sont vraiment contre la République, plus on peut se permettre de ne pas avoir justement de confusion. Ça me paraît intéressant. Et là, je pense qu'on a des nuances sur le sujet qui sont importantes. Sur la question, on en a parlé aussi du renforcement des frontières. Le renforcement des frontières, moi je ne pense pas qu'en fermant les frontières, je suis désolé de vous le dire, on arrive à faire reculer le terrorisme. Je pense que c'est totalement illusoire de le penser. C'est au niveau européen, au niveau justement des forces de Frontex. Et là, je pense que c'est pas avec 5000 gardes-frontières, avec beaucoup plus. Ils sont par exemple en Hongrie qui veulent aller en France, vous faites comment? C'est pas les frontières qui les arrêteront. Vous savez très bien que les terroristes dans les années 80, dans les années 80, qui étaient des époques de terrorisme international, etc. Il y avait d'abord, en effet, ils sont français, la plupart d'ailleurs sont français. Vous avez en effet des mouvements avec la Belgique, la France, les points chauds du globe. Bien sûr, mais vous savez très bien que si vous aviez voté, vous, Front National, le PNR, au niveau du Parlement européen, on n'en serait pas là. Trouvez-moi un terroriste, trouvez-moi un
des terroristes là qui a pris l'avion. Qui a pris l'avion pour aller en Turquie? Pour aller en Turquie? Combien partent en Turquie? Prennent l'avion? Assumez. À peu près aucun. Assumez de ne pas voter ce type de mesures. Le plus important, encore une fois, c'est le renseignement humain et le renseignement pour arrêter les terroristes. Et c'est pour ça que nous sommes, par exemple, pour la réouverture, comme l'ont fait fort intelligemment les Espagnols et les Allemands, d'une ambassade à Damas pour que la DGSE puisse opérer, avoir des renseignements. Mais donc, l'idée d'augmenter les moyens de la défense aux alentours de 2% du PIB, vous n'êtes pas contre? Mais alors ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Juste avant de revenir sur ça, je voudrais vous faire réagir à cette phrase de Stéphane qui dit l'état d'urgence, pour le moment, ça leur donne plus de pouvoir à eux, mais ça n'est sûrement pas pour nous protéger. Ça donne plus de pouvoir à eux, c'est-à-dire au pouvoir, à ceux qui détiennent le pouvoir, mais ce n'est pas sûrement pas pour nous protéger. Oui, déjà, est-ce que c'est une bonne idée de mettre l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre? C'est ça la question. Écoutez, d'abord, c'est la décision qui a été prise par le président et par le gouvernement, donc je pense qu'ils ont les éléments pour se faire. De fait, je suis solidaire de la majorité que je soutiens et que j'espère représenter, donc je suis d'accord avec cette mesure. Je pense qu'effectivement l'état d'urgence est problématique au niveau des forces et vous avez raison, c'est fatigant l'état d'urgence et ça épuise aussi nos forces, c'est pourquoi il faut aussi recruter plus. Donc il n'y a pas uniquement les questions de renseignement, il y a aussi massivement un plan de recrutement, au moins de 10 000 collaborateurs dans l'armée et la police de proximité sur les prochaines années, donc il faut les soulager, ça c'est sûr. Ce que je trouve aussi assez étonnant dans notre pays, mais ça c'est assez global et on aura peut-être le plaisir d'en reparler, c'est cette espèce de double contrainte. Nous ne serions pas en état d'urgence, nous n'aurions pas des sentinelles devant toutes les écoles, devant toutes les synagogues, devant toutes les églises. Les Français s'en plaindraient. Nous en avons, on s'en plaint. Y a-t-il un moment où on va trouver aussi une forme de, pas de satisfecit, puisqu'on est globalement un peuple assez exigeant, et j'en suis ravi, mais imaginons 2 minutes que nous ne soyons pas en état d'urgence, alors même qu'il y a encore quelques semaines, nous étions frappés. Je pose la question. Jean-Spiré. Je pense que la prolongation de l'état d'urgence est une bonne chose, à condition que ça n'arrive pas à un moment à être totalement inefficace. L'état d'urgence qui dure toujours, c'est finalement c'est plus une urgence. C'est plus l'urgence. C'est plus l'urgence. Donc je pense que là, il faut vraiment qu'on ait. Mais finalement, je suis désolé là d'être consensualiste. Il paraît que c'est pas la mode, mais quand les idées sont partagées, c'est pas inintéressant. Là, on voit que sur le renforcement des moyens du renseignement, il y a une forme de consensus. On voit que sur les moyens de renforcement des forces de l'ordre, des forces de police, il y a une forme de consensus. Mais simplement, il faut agir rapidement. Le parquet le magistrat antiterroriste, bien évidemment aussi. Agissons sur ces domaines rapidement. Et essayons de nous dire que nous sommes plutôt en train de remonter une organisation qui fonctionne. C'est peut-être ça qui nous permettra de limiter l'état d'urgence aux périodes d'activité terroriste sur notre territoire. Mais de rentrer dans un cadre légal. Oui, ce qui doit être évité, c'est ce qui s'est fait aux États-Unis et qui n'a pas protégé du tout du terrorisme. Ce sont les lois liberticides de contrôle de l'ensemble des citoyens ou de mettre, encore une fois, comme Sentinelle, c'est un rapport parlementaire de spécialistes. Nous souhaitons gouverner le pays. C'est pas juste parce que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. C'est juste qu'il y a un rapport parlementaire qui montre que l'usage antiterroriste mais j'allais plutôt dans votre sens. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi les soulager et recruter. Je suis plutôt de votre avis. Mettons-les. C'est pas parce que je suis une femme que je ne lis pas les rapports parlementaires sur la défense. Personne n'a dit ça. Alors. Et enfin, c'est pas ce qu'elle a dit, me semble-t-il. L'état d'urgence peut être liberticide sans beaucoup aider à la lutte contre le terrorisme. Question subsidiaire. On a entendu justement cette question budgétaire. Donc le sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce soir, il reviendra peut-être. En tous les cas, c'est au sommet de l'OTAN de 2014 qu'il avait été décidé que chaque armée qui compose l'OTAN doit atteindre 2% du PIB pour le budget de la défense. Le général de Villiers, qui est le chef d'état-major des armées, souhaite qu'on y aille tout de suite, en tout cas le plus vite possible. Or, Emmanuel Macron propose d'atteindre cet objectif en 2025 et vous, chez les Républicains, en 2022. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça ne devrait pas devenir une priorité nationale et plus rapidement que cela, Jean Spiré? Nous considérons que c'est une priorité nationale. La proposition non, mais avant 2022 ou pas au PIB, c'est la proposition la plus rapide en tenant compte d'une augmentation budgétaire qui ne se fasse pas rapidement au détriment d'autres secteurs. Donc 2022, ça me paraît atteignable et ça me paraît nécessaire surtout. Alors on peut jouer sur 2 ans, 3 ans, etc. Mais je crois que faire des choix, c'est cela. Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'austérité qui empêche qui a conduit à des coupes. Non, je suis désolé. Ne pas créer de la dette, c'est faire des choix. Donc nous sommes un choix clair. Nous pensons que passer à 2% du PIB du budget de la défense nationale, c'est une priorité.
Enfin, c'est quand même des choix qui ont été faits au détriment de la sécurité des Français, au détriment de nos forces armées. Aujourd'hui, on peut le dire très clairement, l'armée est à l'os, voire même plus qu'à l'os. L'os est déjà rongé. Donc ces 2%, c'est pas en 2025, c'est pas un jour peut-être. On a l'habitude des livres blancs de la défense qui, les uns après les autres, enchaînent des objectifs en termes de moyens, en termes d'équipement, etc., qui sont toujours pour plus tard. Et puis on ne voit jamais rien arriver. Tout ça, au final, il y a une commission européenne qui vient, comme on le disait tout à l'heure, réviser le budget et qui dit oh là là, attention, vous n'êtes pas dans les critères, hop, sabrer, et on va sabrer dans la défense. Aujourd'hui, la défense, et on l'appelle encore la défense, alors que je vous ferai remarquer, ça ne s'appelle plus la défense dans la terminologie ministérielle, ça s'appelle le ministère aux armées. Donc il n'y a même plus de défense nationale en France. La défense va être fondue dans une espèce de magma européen, on ne sait pas trop ce que ça va être, mais en tout cas quelque chose, on va perdre cette dernière souveraineté que contrôlait encore la France, c'est-à-dire sa souveraineté militaire, qui va bientôt disparaître au profit de cette espèce d'utopie de la défense européenne. C'est quelque chose, je pense, d'assez grave, et nos concitoyens doivent en être avertis. Donc vous, c'est quoi, 2% Nous, on propose 2% tout de suite, et ça n'est qu'une étape, ça n'est pas une finalité. Et l'argent se trouve. Et l'argent, vous trouvez où Justement, vous parliez de la question de la dette et que vous souhaitez la rembourser. Les précédents gouvernements souhaitaient également rembourser cette dette, or elle ne fait que croître. Visiblement, il y a un problème quelque part dans la méthode. Or, pour rembourser cette dette qui n'a pas été remboursée, je rappelle, qui a augmenté, il fallait limiter les budgets de l'État. Et encore une fois, le premier qui a subi, c'est le ministère de la Défense. 50 000 postes sous M. Sarkozy, 30 000 C'est un prévus. choix que nous ne proposons Donc, pas aujourd'hui. nous sommes pour un renforcement des budgets de l'État, défense compris. Par contre, nous n'allons pas choisir le chiffre de 2% du PIB qui est sorti des bureaux du Pentagone. Du général de Villiers. Non, des bureaux, oui, mais du général de Villiers, qui était mon commandant en Afghanistan, l'a sorti parce que c'est le cadre actuel, et il dit il profite d'une situation politique où les États-Unis imposent 2% pour demander à avoir des moyens parce qu'il y a besoin de moyens. Nous souhaitons redéfinir la position de la France dans le monde, quelle est la stratégie, et donc savoir quels sont les moyens dont nous avons besoin militaires, de projection stratégique, et avoir un budget qui correspondra à ces besoins-là. S'il est de 2%, eh bien, il sera 2%. S'il est de 3%, eh bien, il sera 3%. De la même manière que pour la santé. Nous ne souhaitons pas que, on ne va pas réfléchir à ce qu'on souhaite que les Français soient soignés. Si ça coûte plus, eh ben ça coûtera plus. Et le seul moyen de le payer, eh bien justement, le seul moyen de le payer, c'est de récuser le TSCG, de récuser les traités européens, de refuser de payer cette dette indigne. Non, de faire comme on fait, Philippe le Bel, Poincaré, Charles de Gaulle, Sully, de récuser toute ou partie de la dette afin de donner les moyens à celui qui dirige la France de réaliser son objectif politique. Récuser une dette. Ça veut dire que vous êtes à moins machin. Récuser la dette. Attendez, pas tous en même temps. Récuser la dette, vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple Philippe le Bel qui met au bûcher les Templiers. Mais aujourd'hui, vous avez Sully qui fait un audit de la dette, ce que proposent les Grecs. C'est tout simple. Je crois que c'était un moment glorieux de l'histoire de France. Il fait un audit de la dette et n'en paye que 25%. Qui sera rendu à la rentrée. C'est aussi dans les Une grande partie de la dette est indue. Nous sommes en état d'africanisation, comme la Grèce. Nous avons un budget le deuxième budget de l'État, c'est le remboursement des intérêts de la dette. On reviendra sur la question de la dette. On reviendra sur la question de la dette un petit peu plus tard. C'est une émission en soi. Juste, Olivia. Un mot très court pour continuer avec ce que disait Jean Spiri. Je crois qu'effectivement, sur ce sujet de priorité nationale, augmenter les moyens de la défense est une priorité. Nous avons une légère divergence en termes de timing. L'objectif est le même. Pourquoi nous avons cette légère divergence? Parce que La République En Marche veut mener concomitamment de multiples réformes et pas uniquement des mesures sécuritaires et liées à la défense. Nous voulons aussi faire notre projet en matière de santé, alléger les charges et avoir un vrai plan sur l'éducation. On ne peut pas tout faire en 4 ans, au détriment aussi de la solidarité et d'un certain nombre de sujets sociaux. Alors on va parler de l'école dans un instant. Il y a une question, c'est l'actualité demain. Demain, donc, Emmanuel Macron fait son entrée sur la scène mondiale avec le sommet de l'OTAN. Il va rencontrer Donald Trump et le président turc Erdogan. Est-ce que la France doit rester dans l'OTAN? Georgi Kosmanovic, une réponse courte, même si c'est votre moment de bravoure. Eh bien, j'y serai demain en tant que porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour dire que nous sommes pour la sortie de l'OTAN, parce que c'est une organisation belliciste et qui n'a plus lieu d'être depuis qu'il n'a plus le pacte de Varsovie. Un marathon diplomatique quand même pour le président, puisqu'il y a effectivement l'OTAN et juste après le G7. Sur l'OTAN, la France doit rester dans l'OTAN, oui ou non? Oui. Jean Spiri? Oui, mais on doit construire l'Europe de la défense en plus. Aurélien?
Bon. Évidemment, la France doit sortir de l'OTAN, qui est une fauteuse de guerre un peu partout dans le monde. On l'a bien vu avec la Libye, avec la Syrie, avec tous ces endroits déstabilisés par les États-Unis. On aurait pu, depuis le début de l'émission, vous mettre à côté de Georges Kuzmanovic et vous, parce que vous êtes souvent d'accord sur les points. Alors, on va revenir. Il faut nous lancer sur d'autres sujets. Alors, vous verrez qu'on a bien des divergences. Justement, la transition est toute trouvée, puisqu'on va revenir en France. Et avec vous, peut-être Aurélien Legrand d'abord, vous êtes professeur d'histoire et une polémique a agité le Landerneau ce week-end. Oui, ce week-end, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu une passe d'armes entre Najat Vallaud-Belkacem et la journaliste Vanessa Burgraff à propos de la réforme de l'orthographe. Laurent Ruquier a volé au secours de notre consoeur ici même, sur notre plateau, de Figaro Live, l'émission du Buzz. On écoute cette passe d'armes. Si elle dit que c'est vrai dans l'école de sa fille... Non, Laurent Ruquier, je n'en rajoute pas parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais je vous assure, enfin, on va oublier cette discussion. Mais non, on va oublier cette discussion. Donc vous n'avez pas fait la réforme de l'orthographe. Cela fait 3 ans. Donc tout ça, c'était un mensonge, un fake news. Évidemment, tout comme je n'ai pas imposé l'apprentissage obligatoire de l'arabe au CP, vous y avez aussi cru, peut-être, non? Mais vous y étiez favorable. C'est incroyable. C'est un fait qu'il y a eu une réforme de l'orthographe qui a été appliquée dans les écoles. Simplement, effectivement, Najat Vallaud-Belkacem n'avait pas pris l'initiative de cette réforme, sauf que c'est quand elle était ministre de l'Éducation que la réforme est passée dans les écoles. La seule fake news, c'est de dire que Vanessa Burgraff a fait des fake news. Alors effectivement, on est d'accord avec Laurent Ruquier, Vanessa Burgraff n'a pas fait de fake news, c'est pas parce que c'est une consoeur, mais c'est parce qu'il y a bien eu une réforme de l'orthographe lancée dans les années 90 et entrée en vigueur en 2015. Moins polémique, plus constructif, cette scène à l'Open Park de tennis de Lyon cette semaine où Joe Wilfried Tsonga est allé à la rencontre des élèves des écoles Espérance Banlieue. Espérance Banlieue, c'est une fondation d'écoles hors contrat, confessionnelles, de petites structures en banlieue qui œuvrent à la fois à l'intégration et contre l'échec scolaire des élèves qui y sont, et en particulier des élèves issus de l'immigration. Il y en a à Montfermeil, à Sartrouville, à Trappes, à Marseille. C'est soutenu à l'origine par... où ça, pardon? Agnières-sur-Seine. Et à Agnières-sur-Seine, effectivement. Et c'est soutenu à l'origine par Harry Roselmack, notamment, ou Djabel Debbouze et Mélissa Thériault. Et l'initiative a été saluée en son temps par l'actuel ministre de l'Éducation nationale. C'était il y a un an. On écoute. Ce que fait Espérance Banlieue aujourd'hui correspond, à mon avis, au type d'initiative que nous devons prendre dans le secteur public, dans le secteur privé, pour arriver à contribuer à l'intérêt général, c'est-à-dire à la réussite de tous les élèves de notre pays. Alors, est-ce que c'est la solution, comme le dit Jean-Michel Blanquer, aux mots de l'école? C'est une des solutions. Les mots de l'école sont si importants aujourd'hui qu'une seule solution et une seule mesure ne résoudra pas le problème. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 100 000 jeunes qui sortent du système sans aucune... des jeunes décrocheurs qui n'ont aucun diplôme, aucune qualification. Nous avons un lourd plan d'investissement sur ce sujet, puisque nous investirons 15 milliards d'euros sur le sujet de la formation de ces jeunes qui décrochent. Effectivement, Jean-Michel Blanquer a raison, ça fait partie des solutions, mais enfin, ça n'est pas la seule. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, un peu comme dans l'intégralité du programme de la République En Marche, avoir des actions qui soient globales et mesurées et qui permettent à la fois de traiter ces jeunes qui décrochent, mais aussi globalement tous les jeunes qui ne décrochent pas. C'est pourquoi nous avons aussi un grand plan en matière d'éducation. Vous le savez, nous avons l'intention de diminuer le nombre d'élèves par classe, notamment pour les savoirs fondamentaux. Nous avons l'intention de créer une 12 000 postes. Alors, on va y revenir, mais justement, on va revenir voilà, sur ma réponse, c'est oui, c'est nécessaire. Ça n'est qu'une des mesures d'un grand plan qui est, pour le coup, notre priorité, beaucoup plus que la défense, parce que l'éducation est pour nous la priorité. Alors justement, Georges Kuzmanovic. Mais ce genre de fondations sont charmantes, c'est toujours intéressant, et puis c'est beau. Mais le problème, c'est un projet complètement différent de civilisation. Nous sommes pour que la nation ne soit pas cassée et pour une république une et indivisible. C'est l'école français qui est... C'est l'école républicaine qui est ici tous les matins. C'est l'école républicaine qui doit assurer l'éducation de tous les citoyens. Or, ce qu'il se passe, M. Blanquer a un objectif, c'est le même que M. Macron a pour le travail. Au niveau du travail, c'est la suppression de la hiérarchie des normes. Donc, des individus atomisés... C'est une nouvelle organisation de la hiérarchie des normes. Je vous ai laissé parler. C'est une inversion de la hiérarchie des normes. Et c'est la même chose qui est en train de s'appliquer au niveau de l'école.
école, il y aura des écoles différentes. Et d'ailleurs, le projet de M. Blanquer est la suppression du bac et que chaque lycée, que les collèges et les établissements soient autonomes et vous n'aurez plus un diplôme national. Vous aurez être au bon endroit. Soit vous êtes à Henri IV, soit vous êtes dans un autre lycée. Et parfois, non, écoutez, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Il se fait que je l'ai étudié ce cas spécifiquement au MIT. C'est ce qui s'est passé dans les années 80. Les libéraux aux États-Unis sous Reagan, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cassé le système de high school américain en faisant des systèmes complètement différents. Et il y avait pendant 20 ans ce genre d'initiative avec des fondations qui aident telle ou telle personne. Mais globalement, c'est un effondrement et c'est la casse de la nation et de la République indivisible. Aurélien Leblanc. Alors effectivement, professeur d'histoire dans l'enseignement public, mais il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir visiter pendant plusieurs heures l'école Espérance Banlieue de Montfermeil il y a quelques semaines et de voir un peu ce qu'ils pouvaient faire. On est ici dans une initiative qui devrait être la règle dans l'éducation nationale et qui correspond de très près à ce que propose le Front National pour l'école. On a des jeunes qui portent l'uniforme, on a la levée des couleurs le matin, on a un enseignement de qualité centré sur les fondamentaux, on a un esprit de discipline, de camaraderie, de cohésion qui est créé entre les jeunes, ouvert aux jeunes de toutes origines. C'est important de le préciser. Et surtout ceux issus de l'immigration. Je ne sais pas pourquoi, d'où vient cette espèce de procès d'intention, où la principale chose qu'on va leur apprendre, au-delà des valeurs scolaires, c'est l'amour de la patrie, l'amour de la France. On est dans quelque chose d'essentiel. On est en train de dire à ces jeunes, vous êtes français, vous êtes avant tout français. C'est ce que nous voulons, nous aussi, pour l'école. Que l'école serve ce qu'elle était faite pour créer au départ, qu'elle serve à créer les citoyens de demain, les citoyens qui ont l'amour de leur patrie, l'amour de la France. Jean Spéry. Alors vous avez visité également, mais à Agnières-sur-Seine. Oui, une autre des écoles Espérance Banlieue. Très simplement, vos deux vidéos étaient intéressantes parce que sur la première, alors moi je ne retrouvais pas sur la réforme de l'orthographe. Je pense qu'il y avait d'autres choses à reprocher, honnêtement, à Najat Vallaud-Belkacem. D'avoir cassé ce qui marche. Vous voyez, dans la réforme du collège, quand on a cassé les classes bilingues, quand on a cassé l'apprentissage du latin grec, mais on a cassé ce qui marche. Et ça, casser ce qui marche, ça a été quelque chose qui a été fait ces dernières années avec beaucoup de rigueur. Aussi par la majorité républicaine, pardon. Refuser les évaluations, c'est refuser de voir qui ne sait pas lire, écrire, compter, et c'est créer des gens qui seront les décrocheurs et qui seront les 100 000 jeunes qui justement sortent du système scolaire. On va pas revenir, on revient sur cette initiative. C'est très important. On revient sur cette initiative. La transmission et l'autorité, parce que je vais vous dire, ce qui a été fait ces dernières années, c'est de l'idéologie. Ce qui doit être fait, c'est du pragmatisme aussi. C'est du pragmatisme. Sur cette initiative, et l'école Espérance Banlieue, c'est exactement ça. Je crois qu'il faut un peu plus de liberté, il faut des espaces d'autonomie, mais ce n'est pas des espaces d'autonomie pour casser l'école publique, bien au contraire. Bien au contraire. Mais vous vous trompez. L'égalité a priori, ce système où on dit c'est formidable, regardez, c'est tout pareil, etc., ça ne marche pas. On a eu l'occasion regardez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a moins en moins d'égalité des chances. Moins en moins. Il faut des bulles de liberté dans l'enseignement. Des expérimentations, c'est ce que propose justement Jean-Michel Blanquer, c'est ce qu'on a fait. Espérance Banlieue, c'est une expérimentation qui est intéressante, mais il faut les faire pour réformer l'école publique. Une dernière question, quand on parle de l'école, on pense quand même également à François Hollande. Une dernière question. Alors, François Hollande avait promis, lorsqu'il était candidat, de créer donc 60 000 emplois. Aujourd'hui, 60 000 emplois dans l'éducation nationale. 60 000 emplois dans l'éducation nationale, puisque c'est le sujet. 60 000, oui. Aujourd'hui, Emmanuel Macron en propose donc 12 000, comme vous le rappeliez. Est-ce que c'est la solution ? Encore une fois, c'est une des solutions dans un panel de solutions. Ça n'est pas la réponse à l'intégralité du problème. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas en faisant comme la majorité de Nicolas Sarkozy à l'époque, 80 000 suppressions de postes en 5 ans, qu'on va soutenir l'éducation nationale. Donc oui, il faut recruter, mais le recrutement n'est pas l'unique voie. La méthode est importante et il faut aussi travailler à la qualité des savoirs et à la qualité d'expression des savoirs. C'est le sens de cette réduction du nombre d'élèves par classe. C'est le sens de l'ensemble du programme d'Emmanuel Macron. Oui, la qualité des savoirs est importante. La création de 12 000 emplois. On ne peut pas supprimer, comme ça a été fait dans les précédents gouvernements, 400 heures de français et de mathématiques au collège et au lycée par an. La conséquence, quand on les supprime, c'est qu'on a moins de... Si on les remettait, on aurait besoin de plus d'enseignants. Nous sommes pour un minimum de recrutement de 60 000 enseignants, d'autant plus que nous avons une population qui est jeune et qui augmente. C'est un sine qua non. À la fin, on va se retrouver avec une école qui ne fonctionnera pas. Déjà, c'est très dur, mais s'il n'y a pas ce recrutement, il ne fonctionnera pas.
Recruter quelques professeurs, effectivement, c'est la base. Ça permettra déjà d'avoir des classes moins chargées, d'arriver à avoir des classes de lycée où il y a peut-être moins de 35 élèves, ce qui permettra de faire un peu mieux son travail, ou des classes de collège à moins de 30. On est toujours dans la même chose. Mais ça ne suffira pas, là encore. Parce que si vous avez, et je l'ai vu ô combien, des élèves qui arrivent en 6e ou même en seconde, en sachant à peine lire et écrire leur prénom et leur nom de famille, eh bien, le problème restera toujours le même. Vous pourrez mettre un professeur derrière chaque élève, tant qu'on ne reviendra pas aux bases de l'enseignement du français, des mathématiques, de l'histoire, tant qu'on ne réformera pas en profondeur ce qui a été détricoté tant par la droite que par la gauche. Parce que c'est amusant, vous critiquez Nicolas Sarkozy, mais vous avez appartenu à ces cabinets précédemment. Donc c'est un peu toujours l'espèce d'enfumage de la République en marche. La République en marche sont toujours nouveaux, ils ne sont jamais comptables de rien. C'est formidable. On peut aussi gouverner en essayant, et je pense que des gens comme Jean Spiré le portent aussi, de changer d'avis au fur et à mesure du vent électoral. Je veux dire, on n'est pas obligé de rester braqué sur le passé, on a le droit de penser aussi à l'avenir et au renouvellement de la France. Et dénoncer ce qu'on a soi-même mis en place. Non, je ne l'ai pas mis en place. C'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question, et ça on l'a dit, de retour sur des fondamentaux. Mais je veux dire, pour recruter des profs, aujourd'hui on a beaucoup de mal dans nos académies, parce que les salaires sont pas assez attractifs, notamment en région parisienne. Donc ça aussi, eh ben oui, je le dis, la différence de traitement d'un fonctionnaire, c'est 3% dans la fonction publique, pas d'aides-soignants, pas d'enseignants dans nos écoles suffisamment. Et bien là, je pense qu'il y a un vrai sujet pour revaloriser le métier d'enseignant. C'est important. Alors, il y a un consensus en tous les cas sur les créations de postes. C'est ce qu'on retiendra notamment de cette émission dans l'enseignement. Et ça vaudrait de toute façon un sujet en soi, comme les 3 sujets que nous avons abordés. Merci infiniment. Georges Kuzmanovic, vous devez partir à Arte, donc on vous laisse partir. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Par contre, on vous garde encore pour vous remercier. Merci, attention, à passer en dessous de la caméra. Merci à ceux qui ont préparé cette émission. On remercie également bien d'autres personnes qui nous ont aidés à la préparer, à commencer par vous, Marie-Laetitia. On remercie également Lorraine Triard, Charlotte Darche à l'édition, Benjamin Vincent et Yva Courdet. Et on n'oublie pas non plus Ariane Lecoeur et en régie, Valérie Ancelin, Jean-Charles Cousin, Benjamin Bazin, Naomi Leroy-Ventura, Brice Sally, Céline Crépel. Et nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine avec d'autres animateurs, mais d'autres invités, toujours pour parler des élections législatives. À très vite sur Figaro Live.